on l'a toujours présenté, bien évidemment, comme un chef de guerre, ce qu'il était réellement, mais aussi comme une espèce de sanguinaire, comme quelqu'un d'extrêmement hostile aux intellectuels, etc. Donc il y a toute une série comme ça d'images. Et ce soir, eh bien, nous avons la chance d'avoir avec nous deux de ses compagnons, qui en plus ont choisi de témoigner par l'écriture. Vous aurez tout à l'heure à la fin du débat l'occasion de vous procurer ces livres, je ne peux que vous les recommander. Tout à l'heure, à la fin du débat, on fera une petite cérémonie de dédicace et de vente de vos livres. Donc tout d'abord, ici, à ma droite, Judy Atoumi, donc, qui a écrit plusieurs ouvrages. Trois d'entre eux concernent la figure, hein, c'est ça? Deux d'entre eux, oui, concernent la figure du colonel Amirouche, et les deux autres sont votre propre témoignage sur votre engagement dans la Wilaya 3. Et puis enfin, Hamou Amirouche, avec Akfadou, un an avec le colonel Amirouche, aux éditions Casbah, qui sont, et les deux, je dois dire, j'ai lu ça avec un plaisir non dissimulé, parce que l'avantage, je n'ai rien contre les historiens, hein, bien au contraire, les historiens de métier nous apportent souvent des éléments de compréhension avec du recul et avec de la réflexion. Mais là, ce sont quand même, j'allais dire, des témoignages de première main, hein, c'est-à-dire vous êtes des acteurs de cette histoire, et donc je crois que c'est une chance pour nous et pour les plus jeunes générations qui sont là, d'approcher un petit peu, on va essayer de parcourir un petit peu la vie et l'action du colonel Amirouche, mais j'aurais souhaité auparavant, l'un et l'autre, que vous nous disiez quelques mots sur vous-même, sur vos origines géographiques, sur vos familles. Je vais commencer par Hamou Amirouche, et je voudrais aussi que vous nous disiez quelques mots sur votre père, parce que la rencontre avec la lutte de libération, elle ne remonte pas à 54, mais déjà en 45. Donc je voudrais que vous nous disiez quelques mots là-dessus. Merci, monsieur Mimoun. J'ai eu la chance, le privilège extraordinaire de rencontrer le colonel Amirouche en 57, et j'ai eu donc la chance extraordinaire de servir sous ses ordres directement, jour et nuit, pendant près d'1 an. Sur cette photo, où vous voyez le colonel Amirouche, le bras sur mon épaule. Vous êtes là, hein, à gauche. Oui. Hein, voilà. Quel âge vous aviez 19 ans. Hein. 19 ans. Ah, ouais. Elle est très rare. Il est très rare. En fait, jamais on le verrait, on l'aurait vu. Et je dis, je suis sûr qu'il peut confirmer. On aurait vu le colonel Amirouche poser son bras sur un subordonné, sur l'épaule d'un subordonné. Je l'ai rencontré, j'ai servi donc près d'1 an, jour et nuit avec lui, et puis à la suite d'un conseil de wilaya, il m'a appelé en mars 58 pour me dire qu'il m'avait désigné pour faire partie d'une mission en Tunisie. Me voici donc juste à la traversée de la frontière tunisienne, fin avril 58, transportant l'objet de notre mission. Ce sac contient une énorme somme d'argent. Donc, qui était la collecte. Hein. C'était, oui, devait être transmise, le sac avec les rapports devait être transmis aux mains propres à Krim al-Qassam. Donc nous avons marché pendant à peu près 42 jours
du nord de Lac Fado, en fait, jusqu'à l'extrême sud tunisien pour contourner les lignes électrifiées et les champs de mines. J'ai raconté dans mon livre que nous sommes tombés dans une embuscade meurtrière qui a décimé nos rangs. Et c'est les aboiements d'un chien, Hachakoum, qui nous a en quelque sorte sauvés. On s'est dirigé vers les aboiements, c'était des nomades et on a pu, le lendemain, traverser la frontière entre des blindés qui patrouillaient les frontières. En arrivant en Tunisie, mission accomplie, on vivait pendant une semaine avec les grands de la Révolution, on mangeait à leur table, Karim El-Qassem, le colonel Bentobal, Farhat Abbas, etc. Et au bout d'une semaine, on nous a dit, bon, out. Et j'ai écrit un message au colonel Améouche disant que mission accomplie, j'étais prêt à revenir. Et il me répond pour me dire qu'il lui-même, il arrivait en Tunisie et qu'il fallait reprendre mes études, essayer de reprendre mes études. Voilà déjà qui change beaucoup de l'image qu'on donnait de lui. Donc il était soucieux que tu continues tes études. Absolument. C'est donc grâce à tes études s'étaient arrêtées quand tu as rejoint le maquis au moment de la grève, c'est ça des études? C'est ça. En fait, au moment où on a fait la grève, j'étais dans un centre d'apprentissage qui devait déboucher sur un certificat d'aptitude professionnelle, mécanicien, plombier, forgeron ou n'importe quoi. Et quand j'ai reçu l'ordre de reprendre mes études à 20 ans, avec le niveau primaire que j'avais, j'avoue que j'ai paniqué. Mais avec de l'aide d'amis, de professeurs au lycée, j'ai pu sauter des classes et faire mon baccalauréat français à Tunis au bout de 3 ans. En ne dormant pratiquement jamais, en sautant des classes. Le GPRA, en fait, le GPRA a été créé par la suite. 58. A pensé, en septembre 58, a pensé que j'étais un génie, alors que je n'étais qu'un bûcheur qui ne dormait jamais pratiquement, qui utilisait même du Maxitan pour ne pas dormir, à l'époque des drogues avec un ami. Et on m'a envoyé aux États-Unis pour poursuivre mes études, 1 mois avant le cessez-le-feu, avec un passeport marocain, puisque l'Algérie n'existait pas encore officiellement. Très bien. Voilà en gros mon parcours. Très bien. On va s'arrêter là pour nos Mohamou et on reprendra ensuite ce qui viendra après. Quant à Judy Atoumi, je voulais te demander de nous dire un petit peu, puisque toi tu as beaucoup centré ton ouvrage sur la personne même du colonel Amirouche. Qui était-il, d'où venait-il et comment en est-il arrivé à être ce chef de guerre et ce stratège qui va être par la suite? Et puis on parlera ensuite du reste. Merci M. Nimoun. Bonsoir à tous les amis qui sont venus aujourd'hui pour cette rencontre. Donc, personnellement, je suis arrivé à l'écriture par réaction après avoir lu des ouvrages d'officiers français qui ont essayé de salir la mémoire du colonel Amirouche, entre autres le capitaine Léger, et écrit un livre au carrefour de la guerre. Donc, quand j'ai vu que personne ne réagissait, ni au niveau de l'Organisation nationale des Moudjahidines, ni au niveau du ministère des Moudjahidines, je me suis dit qu'il appartient maintenant à ses propres compagnons de réagir, de lui rendre hommage. Et de rétablir la vérité. Voilà. Et de rendre à César ce qui lui appartient. Donc, j'ai écrit ce premier livre, Le colonel Amirouche, entre légende et histoire. Et je l'ai écrit avec mon cœur. C'est un livre qui est sorti de mes tripes, excusez-moi l'expression, parce que j'étais en colère. J'étais très en colère de traiter un homme de cette trempe de la sorte. Et puis,
je l'ai dit dans l'introduction du livre, que j'étais malade d'entendre des Algériens tenir les mêmes propos que ces tortionnaires qui ont voulu régler ses comptes à Amirouche, même après sa mort. Et c'est pour cela que je l'ai écrit du fond du cœur, et pas pour histoire de faire ses éloges. Non, ce qui m'a conduit à écrire sur lui, c'est de faire éclater la vérité sur ce personnage. Comment je suis arrivé à l'écrire? C'est tout simplement le fruit de mon inspiration. D'abord, j'ai commencé par sa naissance, les naissances, et puis il est né où alors? Il est né à Aït Hammam, oui, en 1926. 26. Et alors, est-ce qu'il a été à l'école? Il a fait 3 années d'école primaire dans un village à côté. Il n'y avait pas d'école à l'époque chez lui, donc à Eril-Bomes. Il a fait l'école primaire à Eril-Bomes. Et puis de là, il a rejoint son frère à Relizane, où son frère était bijoutier dans l'artisanat. Et c'est de là qu'il a embrassé le mouvement nationaliste algérien. Et c'est de là qu'il est devenu un militant, et il a rencontré des chefs du PP. C'est à partir de là qu'il a connu la prison. En 1946, il avait déjà connu la prison à Saint-Denis-du-Sigue, actuellement Staganen, je crois. Donc, il était persécuté par l'administration coloniale, et ce qui fait qu'il a vite fait de quitter la France, de quitter l'Algérie pour rejoindre la France, et il a même vu quelqu'un qui lui a emprunté de l'argent pour payer son billet de bateau. Et en arrivant à Paris, il a rejoint le PPA, NTLD d'abord, et puis Amirouche, c'est quelqu'un de fougueux, quelqu'un qui veut faire triompher ses idées, qui veut imposer même ses idées. Il a eu une bagarre, et il a été traduit dans le conseil de discipline, et qui a prononcé son exclusion du parti. NTLD. Oui. Et c'est là qu'il a rejoint les oulémas. Il a assisté à la création de la première cellule ouléma à Paris. Il y a une photo d'ailleurs de cette occasion. Et c'est là qu'il a continué. Mais est-ce que c'est là qu'on lui a collé cette image un peu d'islamiste? Voilà, justement. En voyant Amirouche dans les oulémas, on a dit qu'Amirouche était un islamiste. En notre connaissance, moi Amirouche est encore là pour le témoigner, il n'a jamais été islamiste. C'est un musulman pratiquant comme nous tous au Maquis. Donc, il n'est pas resté longtemps dans les oulémas, et il a réintégré le MTLD. Et c'est là que, au bout de quelques mois, il y a le déclenchement. Avant le déclenchement de la guerre de libération, il est venu à Alger, plus précisément à Darbeïla, pour vivre dans la clandestinité. Et c'est là que, au 1er novembre 1954, il était présent parmi les premiers qui ont tiré les coups de feu. Ce qui fait que, voilà, son itinéraire, jusqu'au 1er novembre 1954. Et puis rapidement, parce qu'il faut prendre le temps pour... Bien sûr, mais si tu permets, Judy, je vais t'interrompre et rebondir sur Hamou, pour prendre un petit peu le relais. Donc, il s'engage très vite dans la Wilaya 3. Bien évidemment, il franchit les paliers de la hiérarchie.
à l'intérieur de cette wilaya, il est adjoint, et j'aurais voulu que tu nous racontes l'épisode de sa prise de pouvoir, j'allais dire par défaut, puisque le chef de l'époque de la wilaya 3 est tué, et sans en référer aux autorités, il décide de se décréter chef, c'est ça? Et il est reçu par Krim Belkacem. C'était pas le chef de wilaya qui avait été tué, puisque d'abord il n'y avait pas encore de wilayat à l'époque. C'est plutôt son chef direct du groupe. Ah, très bien, d'accord. Amrat Shir, oui, qui a été tué, et d'autorité en quelque sorte, il prend le commandement du groupe, sans se référer à son chef qui était Krim Qassem à l'époque. Et quand Krim a appris que non seulement il a pris d'autorité le groupe à la mort de son chef direct, mais il s'est mis à collecter des armes de chasse essentiellement auprès de la population, à collecter de l'argent, et Krim Qassem l'a convoqué. Au départ, il le convoquait pour le sanctionner. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Lui dire, pourquoi as-tu pris ces initiatives sans te référer à moi, sans ordre? Amirouche lui a fait comprendre immédiatement qu'on a réellement de compte à rendre que si on fait des erreurs. Mais que si on entame une action qui sert dans à l'intérêt de la révolution, quand Krim a compris qu'il avait affaire à un homme d'envergure, un peu plus près de la bouche. Quand il a compris qu'il avait affaire à un chef, il lui a dit, écoute, pour des raisons de sécurité, tu ne vas plus servir dans ta région d'origine, il l'a muté dans la vallée de la Soumane. Dans la vallée de la Soumane. Maintenant, on peut continuer, si vous oui, voulez, bien sûr, sur ce qu'était véritablement le chef et comment, personnellement, j'ai appris non seulement à l'aimer, à l'apprécier, mais également à l'admirer. Premièrement, la première qualité, c'était une énergie extraordinaire, prodigieuse, qui nous a sauvé la vie une fois. On était encerclés dans un village. Par l'armée française. Par l'armée française. Et il n'y avait pas d'autre issue qu'une falaise, qu'il fallait pratiquement grimper à quatre pattes. Or, on venait, c'était l'aube, on venait de faire 12 heures de marche. Du côté de Tamlaht, même plus au sud de Tamlaht, jusqu'à Etouaba. Bon, Amirouche nous a ordonné d'essayer de passer parce qu'on était encerclés et on était 5. Il était hors de question de livrer le combat à 5. Et au bout de quelques minutes d'escalade, on était épuisés et l'un des aides de camp de Amirouche, Taïb Mouri, a dit, moi, je vais les attendre, je ne continue plus. On était épuisés, littéralement épuisés, et on était tous d'accord. On était épuisés physiquement. Après 12 heures de marche, escalader encore une montagne à quatre pas, on n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Taïb Mouri a dit, moi, je vide quelques chargeurs de ma mitraillette, de ma Thompson. C'est ici que je vais. Et Amirouche Laïrmou, avec son énergie prodigieuse, des petites tapes sur l'épaule, allons. On a eu le courage physique, parce que le moral au-delà de la fatigue. Au-delà de la fatigue, on a escaladé la montagne, et avant que l'aviation n'intervienne. Pourquoi l'aviation n'est pas intervenue tout de suite? Parce que les gardes, les sentinelles ont tiré. Ils n'ont pas tiré avec des fusils de chasse. Alors quand l'armée est accueillie par des fusils de guerre, elle se dit, il y a certainement une compagnie ou un bataillon et quelque chose, il faut être prudent. Et le temps que l'aviation arrive, on était de l'autre côté. Donc sa première qualité de Amirouche, c'était une énergie extraordinaire. Ouais. Deuxième qualité, c'était un aspect humain qu'on imagine difficilement de la part de cet homme. De la part d'un chef de guerre en plus. Oui, un chef de guerre qui était responsable de cette wilayat actuelle, la wilayat 3 historique, c'est cette wilayat actuelle, trouvait le moyen dans l'Akfadou de venir me murmurer à l'oreille
RUS Itmraf, écrit à ma vieille. Il trouvait le temps de penser à sa mère, à sa vieille mère, et pour ne pas que les autres maquisards chevronnés, pour qu'ils ne soient pas conscients de cette faiblesse des chefs d'envergure, me murmurait ça à l'oreille. RUS Itmraf. Et j'écrivais à sa vieille comme si j'écrivais à ma propre mère en gros caractères pour que l'écrivain ou le cousin à peine alphabétisé puisse déchiffrer mon écriture. Voilà un aspect qu'on imagine, une facette de colonel Amir qu'on imagine difficilement. Ou alors, rapidement encore, un autre exemple. Il avait décidé d'acheminer toutes les maquisardes, infirmières ou autres, sur la Tunisie. Et Jamila Daniel Amran Min, pleurant à chaudes larmes auprès de son mari Khalil Amran, l'aspirant Khalil Amran, tous les deux pleurant à chaudes larmes et essayant de faire revenir le colonel sur sa décision. S'il vous plaît, c'est Amirouche, plutôt s'il te plaît, on ne se vous voit jamais, s'il te plaît, c'est Amirouche, laisse-moi partir avec elle en Tunisie, ou alors laisse-la, elle peut tellement rendre de service à l'imprimerie. Et j'ai décrit dans mon livre comment Amirouche, je n'imaginais pas du tout comme ça, comment il avait un ton à la fois doux et péremptoire, qui expliquait maintenant, c'est une mesure générale, une patience que je ne lui connaissais pas. Et à la fin, bien sûr, Daniel, je lui ai fait d'ailleurs moi-même le laisser-passer, elle est partie, elle est tombée avec le groupe dans une embuscade où Raymond Péchard, Taous, comme on l'appelait, le docteur Belhoussine, ont trouvé la mort. Voilà, en gros, quelques exemples qui... Et elle et son mari ont été arrêtés, hein, c'est ça. Oui. Son mari est resté... voilà. Son mari est resté, il est mort en 61, je crois, au combat. D'accord. Très bien. Judy, on va pas prendre... Et la Wilaya 3, c'était une des plus importantes, finalement, comparativement à d'autres, enfin, indépendamment peut-être des Aurès. Bon, bien sûr, il y a la configuration géographique qui l'expliquait, mais Amirouche a été un chef de guerre incroyable. Absolument. Amirouche était un chef de guerre un stratège. Accompli, un stratège, un visionnaire, et un homme plein d'initiatives. Et il aimait beaucoup son pays, il tenait beaucoup à ce que la révolution triomphe. Il a tout fait pour cela d'ailleurs. Et donc en fonction de chaque situation, il adoptait une stratégie. Amirouche était un grand stratège, de sorte qu'il a su faire face à tous les pièges ennemis, comme par exemple l'opération Brumaire du 23 octobre 1958, oui. où il a été décelé dans la Fadou, où une opération de 10 000 hommes a été organisée par le général Gracieux. Et c'est là qu'il s'est mis entre les combattants pour affronter l'ennemi dans la Fadou, et avec, en précisant bien l'arme qu'il tenait, c'était un fusil mitrailleur. Mais justement, les combattants et leurs chefs ne voulaient pas que Amirouche soit exposé à l'ennemi, et ils l'ont tout de suite entouré et ils l'ont empêché de continuer à combattre. Pourquoi? Parce qu'ils lui ont dit, un Djoundi qui tombe, il peut être remplacé. Mais un colonel, c'est pas facile à remplacer. Alors, le chef de compagnie, Smaïl Azoug,
lui a expliqué pour dire que ça nous appartient d'affronter l'ennemi, et alors ils l'ont poussé vers la sortie de l'opération. C'est entre autres une de ces actions. La première, j'ai oublié de passer, la première action qu'il a faite en 54, 55, c'était l'attaque de poste militaire dans le plein du Jura, où il a su, bien avant la mort d'Ahmad Shir. Avant la mort d'Ahmad Shir, il a eu à affronter justement la citadelle qui a été implantée au cœur du Jura, le poste militaire d'Azorotol. Et c'est de là que les gens, les combattants, la population commençaient à le connaître. Mais Amirouche avait un flair. Pour ajouter à ce que racontait tout à l'heure mon ami Hamou, une fois, nous étions après. Amirouche était un grand marcheur. C'est le type qui faisait 12 heures de marche en une étape. Donc, je faisais partie de l'escorte. Et on est arrivé à un endroit près de son village, Al-Zikir. Al-Zikir, après 12 heures de marche, au premier refuge, on s'était affalé. Nous étions éreintés, fatigués, usés. On demandait pas mieux que de dormir, de nous reposer. Et puis 5 minutes après, je vais debout. Alors il nous ordonne un béouleth. Debout. Alors, on se dit, qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Où est-ce qu'il veut nous emmener? On était fatigués, on ne pouvait plus marcher. Et puis, mais comme Amirouche avait un tempérament spécial, on l'aimait, on le respectait, on le craignait, c'était un ami, c'était un père. Et puis, alors, nous avions obtempéré. Et nous avons marché encore pendant 1h30. Le village qu'on venait de quitter s'appelait Irzal Amran. Et puis, on s'était arrêté à Aïd el-Mahdi, à Zikhi. Et au lever du jour, le village que nous venons de quitter 2-3 heures auparavant, avait été encerclé par l'armée coloniale. C'est pour vous dire qu'un lieu comme Aïd Zikhi, avec autant de forces militaires, personne n'avait la chance de s'en échapper, parce que c'était un endroit très dangereux où le relief était hostile. Voilà en quelque sorte le flair, le côté, un autre aspect du Coran, c'est le flair. Maintenant, j'ai écrit également un deuxième livre sur lui, le tome de Amirouche, que j'ai intitulé le Coran Amirouche à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, oui. Pourquoi la croisée des chemins? Oui, c'est là que se révélait en lui, d'abord, Amirouche face au complot des Bleus, par exemple. Oui. On va en parler. Là, c'est quelque chose de terrible, la période des Bleus, la bleuite. Pourquoi? Parce que... Alors, il faut rappeler un peu ce que c'était. Déjà, on les appelait les Bleus parce que les Français leur faisaient porter à ces gens-là, leur fait partie de bleu de Chine, donc c'était des Bleus. Et puis c'est arrivé... Et donc ça, c'était la fameuse entreprise de noyautage. De noyautage psychologique. Voilà. Du capitaine Léger. Du capitaine Léger, dont on parlait. Donc, bon, tout le monde en parle. Tiens, on voit lettre de Amirouche. Vas-y, tu peux commenter, oui. On aborde tout de suite donc Oui, peut-être ce complot, parce que c'est quand même une des grandes pages de l'histoire de cette période. Hein. Oui, le malheur veut que très souvent... Donc il faut rappeler en quoi consistait cette opération psychologique. Il s'agissait donc, l'armée française retournait des anciens combattants, c'est ça? Oui. Et donc il les infiltrait. Absolument. D'accord. Alors c'est après la publication de mon livre que j'ai trouvé cette lettre dans le livre du capitaine Paul-Alain Léger au carrefour de la guerre. Alors elle dit quoi, cette lettre? Alors la lettre en elle-même, elle dit simplement, elle est adressée à la zone autonome d'Alger.
Elle dit simplement qu'il y a un traître là qui se réfugie, etc., extrêmement nocif, extrêmement dangereux pour la révolution qu'il fallait liquider. C'est les dates qui sont très importantes. Cette lettre, c'est moi qui l'ai rédigée. Elle est signée du colonel Amirouche. Elle est partie le 22 septembre 1957 de la Wilaya 3. Donc à la zone autonome. Oui, à la zone Restez à la autonome. zone. 2 jours avant l'arrestation de Youssef Saadi, le chef de la zone autonome d'Alger. Il est à peu près établi que tout le courrier, d'ailleurs le capitaine Paul-Alain Léger dans son livre là, le reconnaît, c'est lui qui a reproduit cette lettre-là dans son livre comme annexe, tout le courrier qui allait de la Wilaya 3, toutes les armes qu'on envoyait à la zone autonome d'Alger pour les aider à continuer un peu la lutte, à continuer la bataille d'Alger qui commençait à battre de l'air, atterrissait dans les mains du capitaine Paul-Alain Léger. Comment se fait-il qu'elles atterrissent? Raison bien simple. Quelque temps avant l'arrestation de Youssef Saadi, il nomme un certain Rendrich commandant militaire de la zone autonome d'Alger. Il est arrêté par le capitaine Chaban de l'armée française. Le capitaine Chaban, c'est ça, c'est l'astuce de guerre, garde l'arrestation totalement secrète. Il retourne, il livre Gandrich, donc le capitaine Chaban, livre Gandrich au spécialiste de la guerre psychologique, Paul-Alain Léger. Paul-Alain Léger le travaille, il le retourne, et ne voilà-t-il pas le capitaine Paul-Alain Léger, chef de la zone autonome d'Alger. À partir de là, il pouvait infiltrer les fameux bleus, pas avec des laissez-passer falsifiés ou des cachets falsifiés ou des signatures imitées, non, avec de vrais cachets, des vraies signatures, etc. Et c'est ainsi que lui-même, le capitaine Paul-Alain Léger, s'est déguisé, il a mis, comme il était basané, il a mis une chabia avec les bleus de la zone autonome d'Alger qui avait été retournée. Il va dans la région de Bojmel, il capture tout l'état-major pratiquement de la zone. De Sil Hussein, en particulier le lieutenant Sil Hussein Laksar, Sil Hussein Salhi Laksar. Je me rappelle comme aujourd'hui, quand le lieutenant a été muté dans cette région de Bol. Je me rappelle, il était svelte, il était... Sa silhouette. Je me rappelle encore sa silhouette. Il part vers Bojnel. 2 jours après, on apprend qu'il s'est fait capturer avec son état-major, sans un seul coup de feu tiré. Je me rappelle l'expression du colonel Amirouche qui a immédiatement compris qu'on était infiltré. Voilà comment la bleuite a commencé. Alors, Judy, peut-être nous parler maintenant des effets de la bleuite à l'intérieur de la section, enfin de l'état-major de Amirouche. Et est-il vrai donc que les jeunes qui arrivaient du maquis, etc., étaient suspectés? Je voulais apporter une petite correction. C'est que le capitaine Léger n'a retourné aucun combattant de l'ALN. Il a retourné les éléments de la zone autonome d'Alger. Khandrich et toute la clique. Donc c'est des gens qui vivaient dans un endroit. Ils étaient des fidèles ou des responsables. Alors, les maquis étaient épargnés, mais il a réussi à intoxiquer les maquis de cette bleuite, de cette trahison. Il
des suspicions, et effectivement, il avait de quoi à partir du moment où Salih Hussein a été capturé. Bon, il n'a pas réagi, il n'a pas riposté parce qu'il était en plein sommeil, il était en train de dormir, il dormait, et d'ailleurs, même le capitaine léger lui-même l'a dit, il était couché, et quand je l'ai réveillé, quand il m'a reconnu, il m'a dit « Bravo, bien joué ». Voilà le terme qu'a prononcé Salih Hussein. Maintenant, nous qui avons vécu cette période dramatique, parce que elle nous a coûté trop cher en vie humaine, et elle nous a marqué jusqu'à maintenant. Parce que beaucoup, il faut dire les choses, beaucoup d'innocents ont été exécutés. C'est pas beaucoup, tous les innocents. Tous innocents. Tous étaient oui, mais parce que ce capitaine faisait des courriers en disant les étudiants qui vont arriver chez vous, cher colonel Amirouche, sont tous des traîtres. Voilà. Bon, c'est discutable. Mon ami Hamoun n'est pas d'accord sur le terme que tous étaient des innocents, mais je sais que moi je peux dire que 99,99% étaient innocents. On les connaissait, on connaissait les chefs, on connaissait Nouri Mustafa, on connaissait Saïd Rahlan, on connaissait Flan. On ne veut pas remuer le couteau dans la plaie. Moi personnellement, j'ai connu un grand directeur de la photo algérien qui s'appelait Youssef Sahraoui, qui a fait partie des jeunes de la télévision française qui sont montés au maquis. Ils étaient 8, je crois, ils ont tous été exécutés, il a été 2. Et lui, comme il avait 16 ans, et comme lui, il avait 16 ans, ou je ne sais pas, Amirouche l'a épargné. Absolument. D'ailleurs, j'ai apporté une réplique à la polémique qui s'est opérée lors de la publication du livre de Saïd Saadi, le 28 août 2010, lorsque la presse algérienne flambait de règlements de compte contre Amirouche, à partir des Benachou, des Alain Bolkin, et des gens qui n'ont jamais connu Amirouche et qui l'ont traité de criminel de guerre. Alors, le 28 août 2010, j'ai répondu pour dire en finir avec la polémique sur le col Amirouche. Et là, j'ai dit, messieurs, vous vous référez au tome 2 d'Amirouche, où j'ai publié la liste de tous les lycéens de Béjaïa, de Tizi Ouzou et de Sétif, et qu'aucun d'entre eux n'a été tué dans le cadre de la Beït, et qu'il y avait 4 d'entre eux qui ont été arrêtés dans la Beït, c'est Youssef Harawi, Ould Moussa, Mekacha Salah, et un quatrième, Amena Mahidi. Voilà. 4 lycéens qui ont été arrêtés dans le cadre des Bleus. Et ils ont été libérés, les 4. 2 sont morts. Mahidine Amena et un autre. Et le Mekacha Salah, le Ould Moussa, Youssef Harawi ont été libérés. Et ils ont survécu à la guerre. C'est pour dire que, donc, on a dit qu'Amirouche était un égorgeur. Ce n'est pas vrai. Amirouche n'a jamais été un boucher. C'était un chef. Un chef qui vit au sein de la troupe, qui est soucieux du bien-être de sa troupe, de son équipement, et de tout. Et puis, je leur ai dit, messieurs, vous utilisez les mêmes termes que les officiers d'armée française, à savoir, Amirouche a tué 4000 jeunes intellectuels. Est-ce que l'Algérie, à l'époque, avait 4000 intellectuels? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Et puis, est-ce que vous connaissez Amirouche? Est-ce que si vous étiez à la place d'Amirouche, vous aurez fait mieux que lui? Donc, je crois qu'il y avait 150 étudiants d'origine algérienne. Non, il y avait un historien français auquel je rends hommage, et un ami de l'Algérie, c'est Charles-Robert Ageron. Charles-Robert Ageron. Oui, qui s'est penché, qui a fait une étude sur les complots au sein de l'ALN. Et au moment d'aborder le problème de la Beït, il a fait
il s'est référé au rapport qui a été trouvé sur le corps du colonel Amirouche lors de sa mort. Et selon mes propres références à moi, il n'y a pas eu plus de 400 victimes. Bon, c'est vrai, c'est beaucoup, c'est trop, 400 corps. Mais nous sommes loin des 4000 et des 5000 victimes avancées par le général Jacquin ou le colonel Godard ou le capitaine Léger. Peut-être le micro à notre ami Hamour qui peut rebondir là-dessus. Je crois qu'il ne faut pas trop s'attarder sur les chiffres. Dans toute guerre, on utilise tous les moyens possibles et imaginables pour détruire l'ennemi. Et l'infiltration et la manipulation en font partie. Si on impute les morts innocents exclusivement au colonel Amirouche, jamais à l'instigateur, le capitaine Paul-Alain Léger, c'est comme si on nous rendait responsables de la mort d'1 million de martyrs par l'aviation, le napalm, etc., etc. Ça, c'est le premier point. Je me rappelle, au cours d'une interview avec un journaliste de France Culture, où mon ami Judy était présent, j'ai fait exactement cette observation. J'ai dit, c'est quand même curieux qu'on impute la responsabilité de ces morts exclusivement au colonel Amirouche, jamais aux instigateurs. Et M. Riwal, le journaliste de France Culture, m'a dit ceci. M. Amirouche, juste avant sa mort, le capitaine Paul-Alain Léger, a confessé à son épouse qu'il était hanté par sa conscience, qu'il était hanté par ces morts qu'il avait sur la conscience. Donc apparemment, il en avait une. Il a dit, j'ai beaucoup de crimes sur la conscience. Plus exactement. Alors, que je devrais... Oui, on va, parce qu'il y a d'autres chapitres importants. Alors, oui, juste une petite remarque pour ceux que mon ami Judy a évoqués, ceux qui traitent... J'ai également publié un article dans Liberté pour répondre aux détracteurs du colonel Amirouche, en disant essentiellement ceci. Ceux qui écrivent sur Amirouche ont accès à des documents, à des témoignages. Il y a des témoignages, y compris de l'armée française, qui rendent hommage au colonel Amirouche. Par exemple, l'AFP, le 30 mars 59, immédiatement 2 jours donc après la mort d'Amirouche, il se défendit longtemps au bas d'une falaise et fut tué à la grenade. Pour lui, il reste à tuer la légende dont il était entouré. Ça, c'est l'AFP. Bien sûr. Un autre qui dit c'est comme si quelques talismans le rendaient invisible, comme si la baraka était sur lui. Un personnage d'exception dans une guerre qui n'est pas classique. Combat, le journal Combat du 31 mars 1959. Et enfin, après la mort d'Amirouche, le gouvernement français étudie la situation créée par la mort d'Amirouche. Pourquoi on ne choisit pas ces témoignages-là de nos ex-ennemis? Donc on choisit ceux qui... Et en choisissant, et en essayant de ternir la mémoire d'Amirouche, en gros, sans l'articuler, ils disent, si on avait été là, on ne serait pas tombé dans le piège. On aurait inventé le piège. Problème, comme je l'ai dit dans mon article, dans Liberté, le problème c'est qu'il n'était pas là. Exactement. Non, ce qui est terrible, et puis on va terminer là-dessus pour la Bleuite, c'est qu'à aucun moment les soi-disant observateurs objectifs n'ont mis en corrélation la cause et les effets. C'est-à-dire
la cause, qui était la cause, en l'occurrence le capitaine Léger, et les conséquences qui a été, voilà, je veux dire, il y a une interaction. Je veux dire, on ne peut pas décréter que Amirouche était un égorgeur, alors qu'il était, dans la manipulation à ce moment-là. Une toute petite remarque encore, que ce soit le personnage d'Amirouche ou celui de mon père que je n'ai pas encore évoqué, il faut toujours distinguer le symbole de l'homme. Le symbole, si on touche à la stature du colonel Amirouche comme résistant, de la première heure d'abord, et ensuite en suscitant la mobilisation de moyens qu'aucune autre wilaya n'a connu, de moyens de l'armée française en matière d'aviation, d'opération, etc., etc. Si on touche à ce symbole-là, on touche à la nation, on touche à la révolution. Par contre, l'homme, lui, il a reconnu qu'il s'est trompé. Dans une réunion, juste avant de partir en Tunisie, il a dit, là, il y a des gens qui, après la Bleuite, il a dit, il y a des gens du peuple qui disent que l'armée de libération nationale commet des injustices. Il dit non, l'armée de libération nationale ne commet pas d'injustices, mais elle commet des erreurs. Il a reconnu ses erreurs juste avant de... Oui, il a reconnu que c'était une bataille de la guerre psychologique qu'il avait perdue. Oui, ça a été un épisode, une séquence de la guerre psychologique qui était aussi importante, sinon plus par rapport aux affrontements armés. Oui, il nous reste peut-être à parler du problème de la mort de Amirouche et de la polémique qui a eu lieu autour de sa dépouille. Mais au préalable, j'aurais voulu que vous disiez un mot d'une opération que je ne connaissais pas très bien, moi, qu'on appelait l'Oiseau Bleu. Qu'est-ce que c'était cette opération où il s'est illustré? On peut en dire un mot peut-être. Avant d'aborder l'Oiseau Bleu, je voudrais apporter une précision sur le loyalisme du colonel Amirouche. C'est que, comme le disait mon ami, il savait, il doutait qu'il était dans l'erreur. Et à un message qu'il a reçu de King Blakassou pour le féliciter, pour avoir éliminé les ennemis de la révolution, qu'est-ce qu'il lui répond? Il lui a répondu, nous ne sommes pas là pour recevoir des éloges, mais nous sommes là pour agir pour le triomphe de la guerre de libération. Je vous demande d'envoyer une commission d'enquête neutre pour voir ce que nous avons fait. Et il a réitéré la même demande lors du conseil des colonels de l'intérieur qui a eu lieu le 8 décembre 1958 et où, parmi les 32 points qui ont été évoqués, il y a cette affaire de commission d'enquête neutre sur la Bleuite. Pourquoi? Parce que il nous l'a dit à nous, dans l'Akfadou. Je ne veux pas que demain, devant l'histoire, je sois traité de criminel de guerre. Voilà. C'est un homme qui est prévoyant, qui est visionnaire et qui veut mettre les choses au clair avant qu'il soit dans. Parce qu'il savait qu'elle allait tomber. Mais il savait aussi qu'elle était responsable de cette Bleuite, puisque ce sont les hommes qui sont sous son commandement, tels commandant Mahyouz, comme Rachid Adjaoud, comme Cheikh Mimi, Mohamed El-Haj, toute cette équipe d'officiers qui a été chargée de la lutte contre la Bleuite. J'ai lu quelque part qu'un de ses adjoints l'aurait désavoué. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce que Amirouche est quelqu'un qui est à l'écoute. Il entend les avis, il écoute les avis et il cherche à comprendre. D'ailleurs, il s'est entouré d'intellectuels comme Tahar Amirouchin, comme Assali Mohamed Saïd, comme Farhani Abdelnour, comme tant d'autres.
et tant d'autres. D'accord. Donc, moi je pense que, ne l'en pas nous étendre sur ce sujet, je pense qu'il faut donner la parole à nos amis. On a le temps pour la salle. On a le temps pour la salle parce qu'on est là jusqu'à 8h15, il est 7h30. Donc on va leur donner une demi-heure tout à l'heure. Mais je voulais donc un mot sur Un mot. Très souvent, on pose la question de savoir en quoi le colonel Amirouche était-il différent des autres chefs de wilaya. Ah voilà, bonne question. Premièrement, il a été reconnu déjà par le congrès de la Soumam alors qu'il n'était pas encore chef de wilaya, puisqu'il a été délégué dans les Aurès pour aider nos frères des Aurès à résoudre quelques problèmes internes. Parce qu'à la mort de Ben Boulaïd, le chef de wilaya, il y a eu comme une cassure. Ben Boulaïd est mort en mars 56, le congrès de la Soumam s'est déroulé le 20 août 56, et tout de suite il y a eu comme une fracture, et Amirouche a été envoyé en wilaya 1 pour aider les frères des Aurès à résoudre leurs problèmes entre les Aurès et les Memcha. Première chose. Deuxième chose, il a été le seul chef de wilaya à avoir créé un centre d'accueil des étudiants, entre guillemets, parce que c'était essentiellement des lycéens et quelquefois même des enfants du primaire. Pourquoi est-ce qu'il avait créé personnellement ce centre à Tunis, que j'ai géré d'ailleurs pendant 40 jours avant de recevoir l'ordre de reprendre mes études? Pour une raison bien simple. D'abord, il avait une vision, contrairement aux autres révolutionnaires de l'histoire, qui estiment qu'il suffit de couper la tête au roi ou au tyran pour que les choses aillent d'elles-mêmes. Lui, non. Il avait une vision pour l'avenir. Il pensait déjà à préparer les cadres. Ça, c'est un élément, à mon avis, très, très important. Et enfin... Et très peu connu. Et très, très peu connu quand on lui affuble l'étiquette d'anti-intellectuel. S'il y a d'autres chefs de wilaya qui ont pensé à préparer des cadres pour l'avenir, j'aimerais bien entendre leur nom. Donc, ce sont des éléments qu'il faut retenir, qu'il faut rappeler, concernant la vision du colonel. Très bien. Et un mot, Judy, donc je disais sur l'opération Oiseau Bleu, peut-être. Avant de passer au colonel Amirouche était un responsable d'envergure nationale. Il était devenu le porte-parole des maquis de l'intérieur face à l'extérieur. Très important. Il a été délégué par le conseil des wilayats qui a eu lieu le 8 décembre dans la région de Kolo, en wilaya 2, et pour dire qu'il était chargé de représenter les maquis pour discuter, imposer des solutions aux gens de l'extérieur. Voilà. Ensuite. Et ce sera l'une de ses missions au cours de laquelle il va mourir. Alors on va en parler. Ensuite, il m'a envoyé personnellement, il m'a chargé personnellement de prendre 100 millions d'anciens francs le 26 novembre 56, qui était destiné à qui? Aux Aurès. Parce que c'était une wilaya qui était pauvre, qui était désorganisée. La mort de Ben Boulaïd a foutu la pagaille. Donc il m'a chargé de prendre 100 millions sur mon dos en traversant la Soumam en plein hiver jusqu'à la région de Borj-Barlich, où j'ai trouvé quelqu'un qui a repris le sac pour le transporter jusque dans les Aurès. Ensuite, il a dépêché le bataillon de l'Aoulia 3 et le bataillon de choc de l'Aoulia 4 dans les Aurès pour aider nos frères de la région des Aurès dans les attaques, dans l'offensive contre l'armée coloniale.
Ceci pour dire que l'Awliya 1 n'était pas abattu comme le pensait l'ennemi après le ralliement de Adjul Adjoul, après la mort de Bombolaïd, etc., etc. Donc c'est pour dire que Amirouche avait une dimension nationale. Il était soucieux de tout ce qui s'est passé. Ses rapports très rapprochés avec le colonel Hawass de l'Awliya 6. Il était le seul colonel à avoir aidé l'Awliya 6 dans ses problèmes. L'Awliya 6, vous savez, on ne peut pas organiser un maquis dans le désert. C'était impossible. Et pourtant, ça a été fait, et c'est en partie grâce également au colonel Amirouche. Maintenant, on va revenir à l'affaire L'Oiseau Bleu. Bon, L'Oiseau Bleu, je pense que tout le monde le sait. Et je pense que l'adjectif bleu qui se trouve dans le complot des Bleus et dans L'Oiseau Bleu, c'est une continuité, c'est une vengeance. C'est une vengeance de l'armée coloniale contre justement cette affaire au L'Oiseau Bleu. L'Oiseau Bleu, c'est Robert Lacoste qui un jour a décidé de monter un contre-maquis en Kabylie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il charge des gens qui étaient censés être ses amis, qui étaient censés travailler avec l'administration coloniale, d'organiser, de recruter des éléments pour lutter contre l'ALN et le FLN. Et ces trois agents, c'est Ousmane, c'est Tahar Hashish et Saïd Mahlal. Et puis Zaid Hamdou Zaid. Donc ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Tous, ou une partie, là, l'histoire le dira, parce qu'il y a une polémique, il y a une contradiction. Donc, ces gens-là, ou bien quelques-uns parmi ces gens-là, sont en contact avec Karim El Qassem sur la proposition de Robert Lacoste. Et tenez-vous bien, les officiers locaux de l'armée française, d'Azazga, de Tizi Ouzou, n'étaient au courant de rien. Et à ce moment-là, lorsque Karim a été informé, alors il leur a donné la liste des militants authentiques du FLN, afin qu'ils soient armés. C'est ainsi que 1200 de ces militants ont été armés de fusils de guerre, de fusils mitrailleurs, de pistolets mitrailleurs. Venant de la partie française. Venant de la partie française, et ce qui fait que, bon, ils ont commencé à faire semblant de jouer le jeu, en exécutant par-ci et par-là un collaborateur, un messaliste, un traître, etc. Mais Karim El Qassem s'est aperçu, a flairé que l'ennemi se doutait de quelque chose. Et c'était le Bachar Haïdari, de Tixirt, qui a attiré l'attention de Robert Lacoste sur les actes d'actions douteuses de ces gens-là qui sont censés lutter contre les FLN. Et à ce moment-là, lors du congrès de la Soumane, l'ordre a été donné à tous les agents, les militants qui étaient armés par l'armée française, de rejoindre les maquis, et c'est ce qui a été fait, à l'exception d'un groupe, celui de Mahatra, qui a hésité, qui a tardé, et ils ont tous été arrêtés. Voilà grosso modo l'affaire des Bleus, et donc l'ALN s'est vu renforcé de 1200 armes de guerre, donc un potentiel très important pour l'ALN. Voilà, ça a été très bien. Merci pour un mot là-dessus peut-être. C'était juste pour ajouter qu'ils ont rejoint leurs frères donc, de l'armée de libération nationale après avoir tendu 2 embuscades meurtrières aux chasseurs alpins de l'armée française. Voilà, alors venons-en maintenant, si vous le voulez bien, à la disparition donc, du colonel Amirouche et des circonstances dans lesquelles il va disparaître, parce que là aussi c'est entouré de polémiques, on va dire, des polémiques politiques. D'abord, quelles sont les raisons qui font qu'il décide avec le colonel Hawass de rejoindre Tunis? Est-ce que c'est une demande du GPRA, puisqu'on est en mars 59 hein, alors, comme vous voulez, tous les deux, oui. Allez-y, Hamoud. Si Djouti Atomi a bien fait de souligner
un troisième facteur qui fait qu'Amirouche avait une stature nationale, c'est la fameuse réunion qu'il avait provoquée à l'intérieur. Et pour que ses pairs répondent à sa convocation, entre guillemets, il faut qu'ils lui reconnaissent une certaine autorité, une certaine envergure, ce qu'ils lui ont reconnu. La raison essentielle de cette réunion, comme l'a souligné Sylvie, c'est de parler d'une seule voix à l'armée des frontières qui ne fichait rien en matière d'approvisionnement des maquis en munitions, essentiellement, parce que c'était des munitions anglaises, allemandes, je veux dire des armes anglaises, allemandes, etc., pour lesquelles il était impossible de récupérer des munitions chez les soldats de l'armée française. Il voulait donc... Il fallait que les munitions viennent des Il fallait qu'elles viennent de l'extérieur, avec les lignes Maurice renforcées par la ligne Charles. Les armes ne rentraient plus. L'armée des frontières se roulait les pouces, élastiquait ses armes, qui ne s'usent que si l'on s'en sert. Bien sûr. Et Amirouche savait tout ça. Et il fallait qu'il réagisse. Il fallait qu'il réagisse, d'autant plus que je venais de rédiger une circulaire qu'il a signée avertissant les officiers militaires, ceux qui étaient chargés donc de la bagarre, que quiconque faisait une embuscade sans récupérer des armes et des munitions était dégradé. Voilà quand on était arrivé déjà début 58, fin 57, début 58. Donc il fallait parler d'une seule voix. Et avant de partir sur la Tunisie, il a tenu justement à réunir 3 autres chefs de wilaya. Ali Kafi, de la wilaya 2, n'a pas jugé utile de participer à la réunion, alors que ça s'est déroulé chez lui. Et le chef de la wilaya 5 était de toute manière au Maroc, donc il n'était pas concerné. Donc, il devait donc... un élément intéressant que j'ai lu il n'y a pas longtemps dans le livre de Mohamed Harbi et de Gilbert Meunier, où je lis quelque chose qui me paraît surprenant de la part de Mohamed Harbi, disant que la création de l'état-major des frontières en 61 sous la direction de Boumedienne a résolu un problème que Amirouche a été incapable de résoudre, c'est-à-dire unifier le commandement à l'intérieur. Il dit c'est vraiment ridicule ce genre de remarque, comparer l'incomparable. Un colonel de l'intérieur essayant de réunifier effectivement au moins la voix qui doit parler au GPRA et à l'armée des frontières, alors que en 61, là, à la frontière, qu'est-ce qu'il y avait à réunifier? Là, peut-être réunifier des soldats de diverses wilayas, mais pour quoi faire? Pour forcer les barrages? Non. Pas. Donc, revenons à cette mission vers la Tunisie. Donc, il est adoubé, il est, comment dirais-je, chargé d'apporter cette parole unifiée de l'intérieur auprès du GPRA et de l'armée des frontières. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, Amirouche était le porte-parole, était désigné comme étant le porte-parole des maquis d'intérieur pour qu'il aille s'élever et au besoin se bagarrer avec ces gens-là, comme le disait mon ami Chico, qui ne nous envoyaient plus d'armes, de munitions, de matériel, etc. Et donc, il s'était préparé. Avant cela, il a réuni son conseil de wilaya, il a donné des consignes, etc. Et là, il a dit, on lui a même donné une procuration. Tous les officiers d'Aoulia 3 lui ont signé une procuration pour les représenter, en poussant la légalité. En tant que chef de la Oulia 3,
il pouvait être le porte-parole, là où il a trempé, mais il s'est fait munir d'une procuration. Et donc, au cours de son départ, dans les refuges, il a raconté, il nous a dit, j'étais présent, que je pars à l'extérieur et afin que tous les éléments stationnés au-delà des frontières réintègrent les rangs les maquis. Et il a même été plus loin. Et s'il y a un ministre de la guerre, s'il y a un chef d'état-major, nous refusons d'exécuter leurs ordres s'ils ne rejoignent pas les maquis. Le champ de bataille, voilà. Évidemment. Donc, dans un de mes livres, j'ai écrit que est-ce que de telles menaces ne sont pas arrivées aux gens qui avaient l'intention justement de l'éliminer. Bon, c'est vrai que la mort du colonel Amirouche et de Sidi Hawass a suscité beaucoup d'interrogations, beaucoup de questions. La presse en a parlé, il y a des auteurs qui ont Juste une question, oui. Parce que moi je me suis posé aussi cette question. J'ai dit, comment se fait-il que ce chef de guerre, courageux, intelligent, malin, qui a échappé pendant 5 ans à l'armée française, etc., comment se fait-il que là, subitement, il tombe dans une embuscade? Je veux dire, il y a forcément une information qui a... C'est malheureux d'abord parce qu'il a choisi le mauvais itinéraire. Il a choisi de passer par là où il est assis, par le désert, par le Sahara, dans l'espoir peut-être de passer par la frontière libyenne. Et puis, moi je n'ai accusé personne dans mes deux livres sur la mort d'Amirouche. Mais, j'ai donné des éléments. Il y a des éléments. Il y a par exemple le colonel, je ne me rappelle plus son nom, il est là, de Boussaada, qui arrive entrant dans sa jeep pour dire, ça y est, nous venons de capter une émission, une communication adressée à Amirouche pour lui dire que le chemin était libre, qu'il pouvait aller, qu'il pouvait avancer, qu'il pouvait passer par l'itinéraire prévu. Et puis, chose très importante également, la présence du général Gilles dans les secteurs. Le général Gilles était adjoint du général Chal. Sa présence le 26 mars à Boussaada pour préparer cette offensive contre le colonel Amirouche et Hawass. Donc ce sont des éléments qui disent que Amirouche était là, dans les environs. Et le colonel Boussaada, qui a intercepté le message, qui l'a déchiffré, donc on peut donner raison à ceux qui disent que le service de transmission à l'extérieur a utilisé un code collé des Français pour discuter, pour donner des instructions à Amirouche, etc. Voilà. Mais ce qui est certain, c'est que la mort de ces gens-là, Amirouche, le Hawass, le commandant Ammar Daris, Assali Mohamed Saïd et les autres, est louche. Elle est restée mystérieuse. Peut-être que les historiens, un jour, révéleront la vérité. Bon, alors peut-être on aura aussi l'occasion de parler du problème de la polémique autour de la dépouille, de l'enterrement, qui va peut-être recouper ce que vous venez de dire sur sa disparition. Mais au préalable, on va donner la parole à la salle. Donc si vous avez des questions ou des interventions à nos deux amis, Fatiha est là avec son micro.